Maître Chichik Fatak, vous êtes l'un des membres de l'UNC, avocat de surcroît. Faites-nous l'économie du premier procès du président Vital Kamerhe. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir sur ces procès? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Je dois vous dire que les premiers jours de ces procès a été tellement déterminant, dans ce sens que c'est un procès qui était tellement attendu par des milliers de Congolais, parce que tout le monde avait souci que la vérité apparaisse au grand jour. Mais comme vous le savez, la procédure judiciaire, surtout devant le juge, peut commencer aujourd'hui, mais on ne sait pas comment que ce jour cela peut terminer. Mais déjà, les premières impressions que nous avons pour ces premiers jours de procès sont les bonnes, dans ce sens que on avait procédé à l'identification des prévenus. Après l'identification des prévenus, on a procédé à quelques questions sommaires, et c'est là pour juste permettre au tribunal de se faire une idée par rapport aux faits. Et finalement, les prévenus avaient sollicité à ce que le tribunal puisse décréter la chambre du conseil pour qu'il puisse solliciter la liberté provisoire. C'est ce qui a été fait. Pour le reste, le procès a été renvoyé à 2 semaines, soit au 25 mai. Et nous devons croire que ce jour-là, on va dérouler maintenant les rouleaux pour que la vérité puisse commencer petit à petit à apparaître au grand jour. Alors, maître, quand le président Vital Kamerhe déclare devant le juge que non, le programme des 100 jours, c'est le programme du président, et c'est le président qui a conçu ce programme, est-ce que ce n'est pas une façon d'accuser le président de la République? Même pas, messieurs les journalistes, parce qu'on doit, avant de commencer à aborder les fonds, on commence d'abord à décrire les faits, la description sommaire des faits. L'honorable Vital Kamerhe était dans l'obligation de démontrer d'abord la genèse de cette affaire. Dire que le programme de 100 jours était l'œuvre, soit l'idée du président de la République, ce n'est pas un péché. Il n'a pas non plus accusé, soit mis en cause la personne du chef de l'État. Il a juste fait l'historique, parce que dans les faits, il faut avoir ce qu'on appelle l'informativité. L'informativité voulait dire simplement il faut avoir une idée générale, une information générale autour des faits avant de commencer à aborder le droit. Raison pour laquelle il avait décrit de quelle manière ce programme a été conçu avant de commencer maintenant à emboîter, soit à dérouler d'autres faces cachées de cette affaire. Merci beaucoup, maître. Et quand l'honorable, le président Vital Kamerhe déclare en outre que ne faites pas du procès 100 jours, l'affaire de 100 jours, l'affaire de M. Vital Kamerhe, nous étions au nombre de 9 superviseurs et il a cité quelques noms. Vous ne pensez pas que c'est une façon de dire au juge d'interpeller aussi ces autres superviseurs? Même pas, messieurs les journalistes, l'honorable Vital Kamerhe voulait dire seulement que lorsqu'on parle du programme 100 jours, dans l'opinion, on a d'abord désinformé l'opinion. On a fait croire à l'opinion publique que le programme de 100 jours se limiterait seulement aux sautes-moutons, soit aux travaux de construction des maisons préfabriquées, alors que le programme de 100 jours a plusieurs secteurs, soit axes. Il avait cité, il y a la route, il y a la santé, il y a l'éducation, l'emploi, il y a l'habitat, il y a l'énergie qui comporte l'eau et l'électricité, il y a la pêche, l'agriculture et l'élevage. Mais aussi, il a dit clairement que dans ce programme-là, il y avait toute une équipe de superviseurs, donc des contrôleurs. Il a continué à faire l'historique pour dire que voilà, s'il parlait du programme de 100 jours, on se focalise seulement à la personne de Vital Kamerhe, c'est mal connaître les choses. Il a fallu comprendre d'abord que c'est un programme
qui ne s'exécute pas, qui ne devait pas s'exécuter que par une seule personne, soit qui ne devait pas subir la supervision d'une seule personne. Il y a notamment d'autres personnes qui ont connaissance aussi de ces dossiers. Il n'a pas impliqué les gens par rapport à une quelconque responsabilité pénale. Il a simplement relevé que dans ces programmes, il y a aussi d'autres personnes qui en ont connaissance de quelle manière cela a été déroulé. Raison pour laquelle il a dit que dans leur équipe de supervision, il y avait au moins 9 personnes. Il y avait aussi une coordination qui comportait plus d'une centaine de personnes et qui était chapeautée par un coordonnateur en la personne de M. Nicolas Kazadi, sans pour autant impliquer qui que ce soit par rapport à une quelconque responsabilité pénale. Alors, Maître Tichik, certains avocats comme vous estiment que M. Vital Kamerhe a mal débuté son procès, c'est-à-dire il y avait des questions pièges et M. Vital Kamerhe est tombé dans les pièges des juges. Qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple, dans cette question qui étonne plus d'un, c'est-à-dire on pose la question à M. Vital Kamerhe s'il connaît, M. Djamal, il dit que non, il ne connaît pas. On pose s'il connaît les conseillers en charge d'export et import à la présidence, il dit aussi il ne le connaît pas. Est-ce que ce n'était pas une mauvaise façon d'entamer les procès pour M. Vital Kamerhe? Messieurs les journalistes, dans un procès, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape qui commence par des questions. Il y a aussi une étape qui commence par l'audition des témoins. Il y a aussi une étape de confrontation entre les témoins à charge ou à décharge avec le prévenu. Il y a aussi une étape de questions auxquelles le ministère public doit poser et que le prévenu doit répondre. Je ne pense pas qu'en répondant ainsi, l'honorable Vital Kamerhe a été piégé. Je ne pense pas aussi que les juges, dans leurs fonctions, peuvent se permettre à piéger les prévenus. Non, ils ont posé juste une question et le prévenu était libre de répondre à sa manière. C'est adulte, c'est aussi un intellectuel, comme il avait dit. Il n'avait pas tort de dire qu'il est un intellectuel. Donc, il sait pourquoi il a répondu, parce que connaître quelqu'un et avoir une connaissance approfondie d'une personne, c'est vraiment sont des termes différents. Et quand je pense aussi à ce que vous venez de dire là par rapport à ce métier-là, M. Mouima, qui serait chargé de l'import et export. C'est tout à fait normal, messieurs les journalistes. C'est noté, messieurs les journalistes, que à la présidence, il y a plusieurs services. À la présidence, il y a la direction qui comporte les directeurs du cabinet et plusieurs adjoints. Il y a les conseillers spéciaux du chef de l'État qui comportent plusieurs conseillers spéciaux du chef de l'État dans de divers domaines. Il y a un collège de conseillers qui comporte plus d'une centaine de conseillers par rapport au domaine spécifique. Il y a les services personnels du chef de l'État qui comportent même les ambassadeurs itinérants du chef de l'État. Il y a les services du protocole. Il y a les services qu'on appelle presse présidentielle. Il y a aussi les services qu'on appelle la communication présidentielle. Mais aussi, il y a les services administratifs et logistiques. Et je pense que c'est au sein de ces services-là que se retrouverait le monsieur, les conseillers chargés d'import et export. Écoutez, alors, dans tous ces services-là, il y a des dizaines de personnes. Mais les directeurs des cabinets qui chapeautent, est-ce qu'il est dans l'obligation de connaître physiquement chaque individu? Il peut connaître que dans ces services, il y a telle personne qui assume, mais connaître, avoir une connaissance physique de la personne, c'est différent. C'est aussi à l'instar d'une société. On peut connaître, voilà, que telle société a conclu avec la République. Telle société a signé tel contrat avec les gouvernements. Mais dire qu'on doit connaître les personnes qui chapeautent même cette société-là, c'est difficile. Parce que, notez que dans une société, il peut y avoir un pouvoir de délégation. Un DG peut déléguer une personne pour faire le suivi, par exemple, à ce qui concerne le décaissement, à ce qui concerne les retraits, à ce qui concerne la signature. Or, dans cette histoire, lorsqu'il y a une signature du contrat entre les ministères rural, de développement rural et l'entreprise, ce n'était pas aussi l'entreprise Samibo SRL, mais c'était le groupement Samibo Congo Bar Carmode, parce qu'il y a une fusion de deux sociétés qui ont donné naissance à une seule société qui devait signer maintenant avec le gouvernement. Maintenant, on signe avec le gouvernement
À cette époque-là, les directeurs de cabinet n'étaient pas encore en fonction. Lors de l'exécution de ces contrats-là, je ne pense pas que c'est le DG lui-même qui devrait être au four et au moulin pour faire le suivi. C'est notamment peut-être les autres personnes au sein de cette même société. C'est tout à fait normal que Vital Kamerhe puisse répondre qu'il ne connaissait pas jusque-là la personne physique de M. Djamil Sami. De même que pour les conseillers à la présidence, parce qu'à la présidence, il y a plusieurs personnels. Alors, maître, qu'est-ce qu'on reproche exactement à M. Vital Kamerhe? En suivant le procès, on était surpris de voir qu'avec tous les montants avancés, beaucoup de millions, mais les ministères publics ne citent qu'une affaire d'1 million comme ça. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à M. Vital Kamerhe? Quels sont les faits retenus en charge de M. Vital Kamerhe dans ces procès? Oui, messieurs les journalistes, vous le savez bien parce que la citation à prévenir a été signifiée. Dès lors que l'audience est devenue publique, je pense que tout le monde avait suivi les débats. On reproche l'honorable Vital Kamerhe les faits de détournement. De combien exactement? Les Congolais veulent savoir. Dans la citation à prévenir, on a libellé le montant de 48 millions et quelques. Je n'ai pas la précision du montant en termes de chiffres, mais c'est 48 millions et quelques. Mais aussi, on lui reprocherait 48 millions, c'est d'abord en participation avec M. Djamil. Et il y a aussi un montant qui serait alloué pour les dédouanements des conteneurs, dont on reproche M. Mouima, mais en participation criminelle aussi avec l'honorable Vital Kamerhe. C'est-à-dire, ça va avoisiner, le total pourra avoisiner 50 ou 51 millions et quelques jusque-là. C'est donc on lui reproche. On lui reproche aussi la corruption, d'avoir corrompu alors qu'il n'était pas encore directeur du cabinet. D'avoir corrompu qui exactement? D'avoir corrompu, c'est-à-dire d'avoir accepté une offre, d'avoir accepté un don pour faciliter prétendument l'octroi du marché à M. Djamil et à la société Samigo. C'est-à-dire on dit qu'il aurait accepté un don qui provenait de M. Samil, mais il n'a pas accepté ces dons-là physiquement. C'était par les truchements, par les canals, par les billets de sa fille, sa belle-fille Soraya, Diana, qui aurait été bénéficiaire d'une cession immobilière, d'une parcelle donnée par M. Sami Djamil, alors qu'en réalité, cette parcelle serait destinée à corrompre le directeur du cabinet alors qu'il n'était pas encore en fonction. Alors, maître, merci beaucoup. Alors, maître, c'est la 3e fois que la liberté provisoire a été refusée pour l'honorable Vital Kamerhe. Et vous pensez que la suite sera bonne pour Vital Kamerhe? Est-ce qu'il sera acquitté dans ce procès ou bien il pourrait être condamné? Parce que déjà la 3e fois, la liberté provisoire a été interdite à M. Vital Kamerhe. C'est tout à fait normal parce que dans une procédure judiciaire, il y a des étapes à suivre. Lors de la phase d'enquête, le ministère public lui avait refusé la liberté provisoire au motif spécifique qu'il y aurait encore les besoins d'enquête qui nécessiteraient encore qu'il soit gardé. Donc, l'honorable soit gardé par divers lui. Mais une fois que l'enquête était terminée, on a déféré le dossier devant les tribunaux. Le prévenu avait encore la latitude, soit la liberté de formuler pour la 1e fois la demande de liberté provisoire devant le juge. Chose faite, mais aussi les juges, dans leur intime conviction, ont la liberté d'appréciation des motifs. Peut-être le motif qui a été avancé n'avait pas convaincu le juge, raison pour laquelle ces derniers lui ont refusé cette liberté provisoire. Mais cela n'est pas fini parce qu'il dispose encore de formuler la même demande devant le même juge. Après 15 jours, il est encore dans les délais pour pouvoir formuler la même demande de liberté provisoire. Mais aussi, vous devez savoir que dans tout procès, le fait de refuser la liberté provisoire à un prévenu peut aussi s'avérer avantageux pour le même prévenu, parce que dans le cas de ces dossiers, il y a beaucoup de présenteurs, il y a beaucoup de clameurs, du fait que la population est encore dans l'effervescence, dans cette désinformation des faits,
lui accorder la liberté provisoire, peut-être selon le juge, cela pouvait avoir des répercussions néfastes, raison pour laquelle il a estimé de lui garder dans cet état. Mais rien n'est perdu parce que la même demande peut être formulée dans les jours à venir et qu'il pourra aussi recouvrir la liberté provisoire pendant que l'instruction peut suivre son bon nombre de chemins. Merci beaucoup, maître. Alors, on reproche aussi à M. Vital Kamerhe de l'orgueil. Apparemment, M. Vital Kamerhe était orgueilleux devant les juges. Ça, ce sont des réflexions purement subjectives, teintées des tendances partisanes. Parce que moi, je ne pense pas que le fait pour une personne de dire que je suis un intellectuel, et cela constituerait une portion d'orgueil. Le fait pour une personne de confirmer que je suis directeur du cabinet chef de l'État, parce qu'il est encore jusqu'à là directeur du cabinet chef de l'État. C'est là, et il dit, maître, que nous ne sommes pas venus ici pour amuser la galerie devant le juge. Est-ce que cette phrase vraiment c'est une figure de style. L'honorable Vital Kamerhe voulait seulement dire que si nous sommes devant le juge, nous sommes sérieux. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes conséquents par rapport à ça. C'est juste une figure de style. Quand on dit que non,